On va plus loin à présent dans l'essentiel avec Patricia Alémonière. Bonjour Patricia. Et Gauthier Ribinski. Bonjour Gauthier. Bonjour Raphaël. Au sommaire, Donald Trump lève toutes les sanctions américaines contre la Syrie. Annonce surprise du président américain au premier jour de son voyage en Arabie Saoudite. Il y rencontrera demain le président syrien par intérim, l'ex-djihadiste Ahmed al-Shara. Donald Trump qui ne devrait pas en tout cas faire le déplacement jeudi à Istanbul au sommet prévu entre Ukraine et Russie. Il y enverra son secrétaire d'État Marco Rubio alors que la présence de Vladimir Poutine lui-même est toujours incertaine. C'est tout de suite. On va plus loin. C'est une tournée qui pourrait s'avérer déterminante pour la suite des événements au Proche-Orient. Donald Trump est en visite dans le Golfe, une région où il compte des soutiens et des intérêts. En Arabie Saoudite surtout, c'était la première étape de sa tournée ce mardi. Sophie Samaï. 9h53 heure locale, l'avion présidentiel américain Air Force One atterrit à Riyad. À son bord, un Donald Trump très attendu par le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, qui entretient une relation privilégiée avec le président américain. Donald Trump a promis de grandes annonces et la presse américaine évoque déjà des contrats d'une valeur de plus de 600 milliards de dollars promis côté saoudien dans l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs et les infrastructures. Mais dans la région, les habitants sont plus mitigés quant à cette visite diplomatique. Je ne suis pas optimiste quant à cette visite ni à ses résultats. Nous nous attendons à des accords politiques et économiques importants qui auront un impact positif sur Riyad et les pays voisins. 8 ans plus tôt, Donald Trump avait déjà choisi le royaume saoudien pour son premier voyage international, signe de l'influence grandissante de la région. Le président américain se rendra ensuite au Qatar et aux Émirats arabes unis où les attentes sont grandes également. Les pays du Golfe espèrent qu'il parvienne à convaincre l'Iran de renoncer à ses ambitions nucléaires. Et la question de Gaza, un sujet de profonde discorde entre Israël et l'Arabie saoudite, les deux grands alliés des États-Unis dans la zone, pourrait-elle aussi être sur la table. Mais la priorité d'une telle visite sera bel et bien économique, Trump espérant notamment maintenir le prix du pétrole à un niveau plus bas. Et Donald Trump, dès aujourd'hui, a donc annoncé pour 600 milliards d'investissements saoudiens auprès d'entreprises américaines. Il pense même pouvoir aller plus loin, jusqu'à 1000 milliards. Nous avons de loin le meilleur équipement militaire au monde. C'est incontesté. Nos avions de chasse, nos missiles, nos systèmes, nos patriotes, tout. Nous avons le meilleur équipement. Et au-delà de ça, vous achetez beaucoup de choses différentes. Et je vous en remercie. Et vous avez dit que vous pensiez à 600 milliards. Mais 600 milliards de dollars, vous me connaissez, ce sera sûrement 1000 milliards. Vous allez essayer de nous y amener. Je vous en suis très reconnaissant. On commence à être habitué à ces formules un peu à l'emporte-pièce, cette diplomatie approximative de Donald Trump, Patricia Alémonière. Mais derrière les formules, il y a tout de même l'idée que c'est avant tout une affaire de moyens de finances finalement avec l'Arabie saoudite. Oubliez les préventions de Joe Biden sur la question, on s'en souvient, des droits de l'homme. Aujourd'hui, l'Arabie saoudite est un acteur, un partenaire politique et économique incontournable pour Washington. Oui, c'est un partenaire économique incontournable, c'est un partenaire surtout stable et c'est un partenaire qui cherche la même chose que Trump, faire la paix dans la région, puisqu'il a passé des accords avec l'Iran, qui était l'ennemi pratiquement héréditaire de l'Arabie saoudite. Il a réglé la question avec le Yémen. Enfin bon, c'est donc un acteur qui cherche la même chose que Donald Trump, la paix, et qui cherche la deuxième chose que cherche Donald Trump, le business, les deals aussi. Alors, quant aux annonces de 600 milliards, voire 1000 milliards de Donald Trump, il faut se souvenir que durant le premier mandat de Trump, les Saoudiens avaient déjà annoncé 400 milliards. Et sur les 400 milliards, qu'est-ce qui a réellement été alloué aux États-Unis? Guère plus de 20. Donc, vous voyez, c'est toujours pareil. Vous savez, quand on fait des annonces dans les sommets, d'ailleurs des annonces qui se passent parfois à Paris ou ailleurs, on annonce des sommes fabuleuses et en fait, dans la réalisation, c'est peu. Là, il est certain qu'en tout cas, il y a déjà des réalisations qui sont en cours, des projets qui sont en cours dans le Golfe, des tours, des golfs, des hôtels qui sont en projet faits par la famille Trump et par la famille Witkoff, hein, les deux étant alliés. Et puis, il y a aussi sûrement des ventes d'armes qui vont s'opérer et d'autres choses comme ça. Mais enfin,
Au-delà des chiffres, ce que veut Trump, c'est aussi montrer à sa population américaine qu'il est tout-puissant et il ramène la richesse aux États-Unis. Il poursuit toujours ce double discours vis-à-vis de ses interlocuteurs sur place et vis-à-vis de son électorat. Oui, Donald Trump sert les intérêts de la monarchie saoudienne, Gauthier, de diversifier les revenus, le fameux agenda 2030 qui doit permettre de sortir de la dépendance au tout pétrole et faire aussi de l'Arabie saoudite une véritable puissance politique régionale et peut-être même sur la scène internationale, au risque parfois d'une certaine confusion, de conflits d'intérêts qui sont d'ailleurs reprochés à Donald Trump sans que ça semble gêner le moins du monde, le président américain. Tout à fait. Vous disiez tout à l'heure qu'on avait fait fi maintenant des questions de droits de l'homme. C'est pas n'importe quoi en Arabie Saoudite, les droits de l'homme. Et ceux de la femme aussi. Alors tout le monde s'extasie parce que la femme a conquis le droit de conduire ou de voyager seule. La belle affaire, c'est évidemment quand vous partez de -20, qu'il fait -20 dehors, et qu'on arrive à -5, on dit tiens, il fait chaud tout d'un coup. Mais c'est quand même... ce respect ou cette affection pour les Saoudiens est toujours suspecte parce que ça veut dire bien sûr qu'il y a des contrats. Ça veut dire aussi qu'on peut se demander raisonnablement, compte tenu d'un certain nombre de failles et de manques et de lacunes sociales en Arabie Saoudite, cet argent faramineux, cette quantité faramineuse qui va dans l'armement, entre autres, comme disait Patricia, pour un résultat, vous parliez du Yémen tout à l'heure, on ne peut pas dire que l'Arabie Saoudite, avec des armements fabuleux, ait rencontré un succès fracassant. Bon, alors, évidemment, il y a cette possibilité. Et je crois aussi que ce qui est intéressant, c'est de remarquer que Donald Trump, dont on parle beaucoup à propos de son imprévisibilité, finalement, fait de très bonnes affaires avec ceux qui lui ressemblent. J'ai jeté un coup d'œil dans le Vision 2030 tout à l'heure, donc le projet qui est celui de Mohammed Ben Salman. Il y a des mots dans le domaine justement du nationalisme, de la protection d'un héritage saoudien, fût-il réel ou fantasmé, qui ressemblent tout à fait à ce que Donald Trump a influencé ou instillé dans le fameux projet 2025 des ultra-conservateurs américains. Donc là, on voit bien que cette proximité permet évidemment de faire des affaires, même si je crois ça n'a pas empêché le président américain de s'endormir pendant cette séance à Riyad parce que la cérémonie était très longue. Une proximité en tout cas et même une convergence d'intérêts, parfois d'intérêts particuliers, encore une fois, qui ne va pas au point de conduire les Saoudiens à rejoindre les accords d'Abraham. Donald Trump a dit ça prendra le temps que ça prendra. Ah non, là, ils ne sont pas prêts à rejoindre les accords d'Abraham, en tout cas. C'est-à-dire, en gros, une reconnaissance en bonne et due forme d'Israël avec échange d'ambassadeurs. Voilà. C'était, grosso modo, c'était normaliser les relations, les accords d'Abraham, les rejoindre, c'est normaliser les relations avec Israël. Et là, actuellement, le prince ne peut pas. Il ne peut pas pour différentes régions. D'abord, il est le gardien des lieux saints, donc c'est toute sa responsabilité par rapport au monde musulman. Et vous savez bien la position du monde musulman par rapport à la guerre de Gaza. Donc là, il y a une vraie opinion internationale. Et puis, il y a quand même son opinion publique. L'Arabie Saoudite, c'est pas les Émirats. L'Arabie Saoudite, c'est un vrai pays avec des vrais gens, en quelque sorte, et des Saoudiens. Ce n'est pas que des gens qui viennent d'Inde et d'ailleurs pour travailler pour un salaire modique dans des conditions quasi esclavagistes. Non, il y a une vraie population, il y a des pauvres, il y a des très riches, et il y a une opinion publique. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui sont dans les geôles saoudiennes pour délit d'opinion ou pour suspects d'actes terroristes fomentés ou à fomenter. Donc, il doit tenir compte de son opinion publique, il doit tenir compte aussi de sa jeunesse qui n'a aucune sympathie pour Israël et qui est sensible au drame de Gaza. Donc, dans un premier temps, et surtout, je crois, au-delà de cette position, il ne veut surtout pas se mêler du bourbier qui est à Gaza. Parce qu'il voit très bien, parce qu'il n'est pas complètement un imbécile, il voit très bien que le plan arabe, pour l'instant, qui était de reconstruction de Gaza, avec une présence arabe sur le terrain, personne ne veut y aller, ni les Égyptiens, ni les Jordaniens. Tout le monde dit oui, il est formidable ce plan, mais quand on s'y engagé, oulala. Donc ce plan arabe ne fonctionne pas. Les États européens, se posent beaucoup de questions. Donc, et le plan Trump, il est inacceptable. Et le plan Trump est totalement inacceptable pour l'Arabie Saoudite. Voilà. La Riviera à Gaza, laissez tomber. Donc, il ne veut pas s'en mêler. Donc, s'il ne veut pas s'en mêler, il ne peut pas rejoindre les accords d'Abraham, alors qu'il y était sensible, qu'il était prêt d'y aller avant le 7 octobre. Donald Trump qui n'obtiendra pas, donc, en tout cas pas à l'occasion de ce déplacement, le ralliement de l'Arabie Saoudite aux accords d'Abraham, ça finira par arriver, Gauthier ? Vous l'avez cité, il a dit allez-y à votre rythme, ce qui est d'ailleurs paradoxalement une phrase, enfin une espèce de
douceur qu'il n'a pas l'habitude d'employer. Un truisme, en tout cas. Voilà. Oui, c'est ça, exactement. Non, là, ce qui me frappe aussi, mais ça se découle de ce que vient de dire Patricia, c'est que l'Arabie Saoudite, comme beaucoup d'États arabes qui prétendent ou qui ont prétendu être à côté des Palestiniens dans leur cause. On voit et on sait qu'à travers les décennies, ça a servi aussi de soupape sociale. C'est-à-dire que quand il y a ce type de problème en Arabie Saoudite, quand il y a mécontentement, on serre les rangs en disant « souvenons-nous que nos frères palestiniens souffrent » et ça fait dérivatif. En réalité, je ne suis pas du tout persuadé que l'Arabie Saoudite s'engage très loin là-dedans parce qu'elle ne l'a jamais fait. Et comme dit Patricia, elle ne veut pas d'histoire. Et qu'en plus de cela, à l'époque où le Fatah était vraiment d'actifs, on va dire, présents, l'Arabie Saoudite était terrorisée parce que l'idée d'un État palestinien aurait été fondée sur quelque chose de relativement laïque, ce qui est inadmissible. Qui aurait constitué un exemple et un précédent. Bon, alors vous voyez, il y a l'utilisation de ça, mais c'est vrai que pour adhérer aux accords d'Abraham, il faut prendre un risque qui ne tient pas réellement à la cause palestinienne et à ce qu'on entend et ce qu'on voit, mais à la question d'une cohésion sociale, non seulement avec le monde arabe, mais avec la société saoudienne. Donald Trump, qui n'apportera donc pas sur un plateau à Israël le ralliement de l'Arabie Saoudite, on l'a compris, qui n'ira d'ailleurs même pas en Israël, contrairement à sa tournée de 2017 qu'on voyait dans le reportage. Israël, c'est le grand perdant de la séquence actuelle du président américain, Patricia Lemonnier. Israël, Benjamin Netanyahou n'est pas content. Il est même inquiet, parce que l'accord avec les Houthis s'est fait sans son aval. Entre Américains et Houthis, le cessez-le-feu, et sans mentionner Israël. Israël qui est de temps en temps frappé, ou en tout cas ciblé par des missiles Houthis. Donc là, fort des accords, on laisse tomber les accords d'Abraham. Il y a la négociation pour la sortie d'un otage. La négociation surtout pour l'Iran. Et aujourd'hui, en plus, la rencontre annoncée avec Ahmed El-Shara, le président par intérim syrien, et la levée des sanctions. C'est-à-dire que les ennemis potentiels d'Israël, les Houthis, les Syriens, les Iraniens, et même peut-être une rencontre avec les Libanais, tous sont vus par Donald Trump, toujours dans son idée de paix et de business. Je ne pense pas que ça soit quelqu'un qui ait des visions autres que ça. Et là, les Israéliens se retrouvent pour l'instant isolés. On va écouter justement Donald Trump, l'annonce de cette rencontre demain avec le président par intérim syrien et puis la levée des sanctions. J'ordonnerai la levée des sanctions contre la Syrie afin de leur donner une chance de grandeur. Les sanctions étaient brutales et paralysantes et remplissaient une fonction importante. Mais maintenant, c'est leur tour de briller. Ils vont montrer quelque chose de spécial. Gauthier, ça répond à un plan qu'a Donald Trump pour le Proche-Orient, ou bien c'est le dernier parlé qui a raison, et comme en l'occurrence le dernier qui a parlé se trouve à Riyad, Donald Trump l'écoute et répercute ses volontés. Les deux ne sont pas incompatibles. Cette tirade, si j'ose dire, prouve une chose, c'est qu'on est allié avec les États-Unis. C'est pas les États-Unis ne sont pas alliés. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ça, c'est important pour Trump. Dans le cas d'Israël... Pourquoi cette mansuétude soudaine envers la Syrie? Non, c'est pas une mansuétude, c'est que l'idée qu'éventuellement... Alors moi, je pense que l'idée qu'éventuellement l'Europe pourrait se faufiler pour jouer un rôle avec le fait qu'Al-Shara ait été accueilli à Paris, etc., c'est pas supportable. Et en plus de cela... Donc Trump veut reprendre le leadership dans le dialogue, y compris avec la Syrie. Oui, alors pour une autre raison aussi, c'est que... Contrairement à ce qu'on a pu penser à l'époque, Moscou n'a pas complètement quitté la Syrie, loin de là. Et qu'ils sont en train de se ressaisir, ils ont laissé tomber Bachar al-Assad parce que c'était devenu une planche pourrie. Mais ce n'est pas du tout l'abandon de la Syrie. Et que là, il y a peut-être aussi quelque chose dans le renouvellement des alliances, précisément. Je voudrais revenir d'un mot sur Israël. C'est à la fois, effectivement, le pays qui est puisse-t-il prendre conscience de la chose en voyant les circonvolutions et les volte-face de Donald Trump? C'est le pays qui n'est pas ménagé, mais en même temps, regardez ce qui se passe. Regardons que, pour prix de ce que Steve Bannon appelle l'inondation de la zone, c'est-à-dire les médias qu'il faut inonder avec des nouvelles fantastiques, fabuleuses tous les jours. Israël, de son côté, on a entendu Netanyahou cet après-midi qui dit « on va aller jusqu'au bout ». On va tout raser, on va mettre les habitants dehors et pour parler de Gaza. De Gaza, pardon, oui. De Gaza, et on espère qu'ils seront accueillis quelque part. C'est-à-dire que là, il y a une
un feu vert total. Décomplexé. Totalement. Et puis, verbe. en plus, si d'aventure Trump venait dire quelque chose, Netanyahou lui dirait, écoutez, vous nous avez laissé momentanément tomber, nous on fait ce qu'on a à faire. Et on est encore plus justifié dans notre démarche. La parole et l'action est libérée tous azimuts. Finalement, les Américains disent et font ce qu'ils veulent. Les Israéliens peuvent donc dire et faire ce qu'ils veulent. Les Américains, il ne faut pas prendre Trump pour un imbécile. Trump est très logique avec lui-même. Il veut la paix pour faire du business. Voilà, c'est ça qu'il veut. Et donc, il ne faudrait pas qu'un jour, Israël entrave sa route. Et je crois que toutes les déclarations tonitruantes de Benjamin Netanyahou sont là parce qu'il se sent un peu mal à l'aise aujourd'hui. Parce qu'il sait très bien que demain, s'il n'y a plus d'armes, et Trump est totalement capable de le faire, s'il n'y a plus d'armes pour Israël, il est fini. S'il ne le soutient plus, la coalition explose. Que vont lui dire tous ces pays arabes du Golfe et de l'Arabie Saoudite, là ? Moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui se passe en Syrie avec les incursions israéliennes, ce qui se passe au Liban en empêchant la reconstruction du Liban, ce qui se passe à Gaza, ce n'est pas bon pour les affaires. Et donc, ces pays-là, qu'est-ce qu'ils cherchent ? Ils cherchent essentiellement à faire des affaires. Donc, à un moment donné, Benjamin Netanyahou va devoir prendre conscience que peut-être son Moyen-Orient rêvé est en train de lui échapper. Et l'Iran dans tout ça, je vais vous laisser répondre, Gauthier, mais peut-être en intégrant, et oui, bien sûr, Patricia y répondra également ensuite, mais sur la question de l'Iran, puisque Donald Trump, depuis Riyad, qui était l'adversaire traditionnel de l'Iran, en tout cas au sein du monde musulman dans cette région. Donald Trump ouvre une porte en disant vouloir offrir une nouvelle voie aux dirigeants iraniens. Pourquoi cette concession lâchée depuis l'Arabie Saoudite ? Est-ce parce que le réchauffement a atteint un tel degré entre Riyad et Téhéran qu'aujourd'hui, eh bien, c'est depuis Riyad qu'on adresse finalement un rameau d'olivier à Téhéran, au risque de fâcher les Israéliens ? Ah ben ils sont fâchés. Non, mais je crois qu'il y a effectivement cet aspect du business. Je ne serais pas si certain que vous sur la question de la paix. Parce que je n'ai pas dit que j'étais certaine. Non, mais pour le Groenland, par exemple, il est prêt à sortir la mitraille, même s'il n'y a que 57 000 personnes, les pauvres. Le fameux le golfe du Mexique également. Donc là, je pense qu'il y a... pas les militaires en Groenland. Non, mais... Non, je veux dire par là que la paix est un prétexte pour lui quand il parle de l'Ukraine en disant « Mon Dieu, c'est horrible », etc. Bon, on voit aussi qu'il est capable de parler de génocide quand il invite aux États-Unis des Afrikaners. Bon, c'est pas un imbécile, mais c'est quelqu'un qui sait manier un paradoxe, qui le sert. Là, pour répondre à votre question sur l'Iran, ma première marotte serait de dire qu'il y a justement... On peut s'entendre avec les Iraniens quand on s'appelle Donald Trump. Parce que vous savez comment les Iraniens procèdent. C'est toujours... Ils sont un peu comme un équilibriste à vélo. Il faut garder l'équilibre, donc on avance un petit peu et on recule un petit peu, mais il ne faut surtout pas avancer trop, donc pas trop dans le nucléaire et pas reculer pour ne pas être déconsidéré par sa propre population qui, malgré tout, continue de tenir à cet exemple de nucléaire comme étant un oriflamme de la souveraineté iranienne. Par rapport à Trump, c'est quelque chose qui est négociable. Au fond, qui irait chercher ensuite, si on arrivait à un accord avec l'Iran, qui irait chercher des poux dans la tête des mollahs ? Plus personne. Et là, il y a peut-être une garantie, une assurance vie pour le régime des mollahs, qui est, on le sait depuis les manifestations, notamment des femmes, qui est en bisbille avec sa population et qui est atteint par, on dirait presque, c'est pas la sénescence, c'est la sénilité, là. Patricia Lemonnière, c'est un tel intérêt tant pour l'Iran que pour les États-Unis, l'accord, il aura lieu ? Oui, tout dépend de l'accord. Oui. Parce que les Iraniens ne sont pas prêts à tout lâcher. Donc il va falloir voir ce que les Américains sont prêts à lâcher. Ils présenteront ça comme une victoire si jamais un accord est passé. Mais qu'est-ce qu'ils vont lâcher ? Les Saoudiens y ont intérêt aussi à cet accord ? Ah oui, les Saoudiens, tous les pays du Golfe ont intérêt à cet accord. Le marché iranien est un gigantesque marché économique dans lequel ils peuvent s'investir. Donc la vraie question, c'est pas qu'est-ce que les Iraniens sont prêts à lâcher, mais qu'est-ce que les Américains sont prêts à lâcher. Parce que souvenez-vous, il y a des durs au sein de Trump qui veulent exploser complètement les centrifugeuses et en finir complètement. Oui. Donc, et ça, les Iraniens, et Gauthier a totalement raison, le peuple iranien, dans son ensemble, même les opposants, ne sont pas prêts à renoncer à une certaine indépendance au niveau nucléaire. D'autant que les Saoudiens vont sûrement avoir le droit à leur centrale nucléaire électrique. Quand bien même ils ne rejoindraient pas les accords d'Abraham, ce qui était pourtant le préalable donné au développement du nucléaire civil en Arabie Saoudite.
Donald Trump qui annonce qu'il enverra Marco Rubio, son secrétaire d'État, jeudi en Turquie, lieu de la rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, à supposer que le dirigeant russe soit lui-même présent. Pour l'heure, il entretient le suspense, sachant qu'il refuse un tout cessez-le-feu préalable, comme le réclament ukrainiens et occidentaux. Elliot Samuel. Vont-ils se retrouver dans la même pièce, face à face? L'un l'espère toujours, l'autre continue d'entretenir le flou. La pression monte sur Vladimir Poutine, qui n'a toujours pas donné de réponse à une éventuelle présence à Istanbul ce jeudi pour des négociations. Volodymyr Zelensky y sera bien et estime que la position du président russe est de plus en plus claire. Je pense que Poutine ne veut pas que la guerre s'arrête. Il ne veut pas un cessez-le-feu. Il ne veut pas de négociations. Et je ne parle même pas du fait qu'il a peur des négociations directes avec moi. Le président ukrainien mise aussi sur la présence potentielle de Donald Trump. Lundi, le président américain a laissé entendre qu'il pourrait se rendre à Istanbul alors qu'il est actuellement en tournée au Moyen-Orient. Mais pour l'heure, le locataire de la Maison-Blanche n'a pas confirmé sa présence. De leur côté, les Européens qui ont appelé à un cessez-le-feu de 30 jours continuent de mettre la pression sur la Russie, mais doutent de la présence de Vladimir Poutine en Turquie. Je pense que Zelensky a bien fait de dire « d'accord, je suis prêt à rencontrer Poutine, laissons-le venir ». Mais je ne pense pas que Poutine osera. Le nouveau chancelier allemand, Friedrich Merz, a mis en garde la Russie de nouvelles sanctions s'il n'y avait pas de réel progrès cette semaine. Gauthier, Donald Trump qui envoie Marco Rubio, il aurait mieux fait d'y aller lui-même, comme le suggère Volodymyr Zelensky, pour renforcer les chances de voir Vladimir Poutine contraint de s'y rendre à son tour. Le président russe n'aurait pas pu s'esquiver si Donald Trump y était allé, où il va d'ailleurs, parce que c'est encore ouvert. C'est du billard compliqué là, pour Donald Trump, parce que l'ascendant qu'il peut avoir sur certaines personnes, quand il sait qu'il peut l'exercer, ça ne lui pose pas de problème. On voit d'ailleurs qu'avec Zelensky, qui a été plutôt habile ces derniers temps, qui commence à avoir une autre perception du personnage. Mais avec Poutine, l'ascendant, c'est pas facile, même quand on s'appelle Donald Trump, parce que Donald Trump sait aussi que l'un des socles du pouvoir de Poutine en interne, donc au sein de la Russie, c'est une propagande, mais même pas une propagande, c'est un déchaînement anti-américain à tout point de vue. Et que Poutine, décemment, ne pourrait pas d'un jour à l'autre dire « Ah ben ça y est, alors monsieur Trump, on se voit quand? Je suis d'accord avec vous. » Non. Là où il y a quelque chose qui me semble important, c'est dans la démarche de Zelensky qui, lui, dit « Vous voyez bien, moi je suis un bon élève à vous, monsieur Trump. Je peux réfléchir. » Vous avez vu d'ailleurs qu'il met de côté la question des territoires et que finalement l'accord qui a été obtenu sur les terres rares avec Donald Trump n'est pas si mauvais que ça pour les Ukrainiens. Donc là, il y a une séquence qui est intéressante pour l'Ukraine. Poutine se dit qu'après tout, il a plus de choses à perdre en y étant qu'en étant absent. Et puis surtout, je crois que l'idée que Poutine n'a rien à faire là-dessus, dans ce genre de grémium, il en est persuadé. Quand on l'a éliminé des différents G8, etc., comment vous dire la chose? C'est quelque chose qui renforce la fièvre obsidionale de la Russie et qui marche chez les habitants. C'est ce qu'on a vu, par exemple, le 9 mai, au moment des commémorations du 80e anniversaire de la reddition nazie. Les gens marchent dans cette idée qu'ils sont seuls sur Terre et que leur président fait ce qu'il faut pour les en sortir. Patricia Lémonière, c'est la question que tout le monde se pose. Il ira, Vladimir Poutine. On avait senti peut-être une inflexion le 9 mai quand il avait reconnu le rôle des Occidentaux dans la victoire alliée. Alors, je crois qu'il est très embêté parce qu'il avait cru sortir du piège élégamment en répondant à Trump. Auquel il avait déjà répondu, puisque son envoyé Witkoff, l'ayant rencontré le 28 avril, il lui avait déjà dit qu'il était prêt à négocier sans condition. Donc, ce n'était pas une grosse nouvelle, mais c'était dit officiellement par le président Vladimir Poutine, donc ça avait une toute autre portée. Donc il croyait avoir esquivé l'ultimatum des Européens, grosso modo en leur disant « Ben non, vous voulez cesser le feu en premier et discussion après ?» Ben non, excusez-moi, moi c'est d'abord discussion et après cesser le feu. Donc il a envoyé bouler les Européens, mais répondant à Trump, il pensait avoir déjoué les pièges. Et voilà, pas que Zelensky a joué plus fin que lui. Et je crois que là, il doit actuellement, au Kremlin, ça doit, on peut dire, réfléchir, parce que comment, grosso modo, éviter le piège maintenant qui lui est tendu,
d'apparaître comme celui qui est le responsable de la guerre. Parce que s'il n'y va pas, Zelensky et les Européens auront beau jeu de dire à Trump, voyez, tu vois, ton ami, ton cher Vladimir, c'est lui qui est responsable de la guerre. Donc je dois vous dire qu'au Kremlin, ça doit cogiter un maximum pour trouver comment renvoyer la balle dans l'autre camp et faire de Zelensky le responsable. Et là, on a encore 2 jours à attendre. Alors, Trump l'aurait sauvé. Parce que si Trump venait, effectivement, il pouvait se contenter de rencontrer Trump et pas Zelensky, qu'il juge illégitime. Donc ce n'est pas un président pour lui, il ne peut pas le rencontrer parce qu'il n'est pas président à ses yeux. Il aurait rencontré Trump et Trump aurait rencontré Zelensky et voilà. Mais je ne suis pas sûr que Trump ait envie de jouer ce jeu-là. Oui, et Zelensky lui-même réclame un tête-à-tête avec Vladimir Poutine. Alors, bon, ça c'est pour le comique. Zelensky c'est pas le comique, hein, pour Vladimir Poutine. Non, mais attendez, vous allez voir. Illégitime dans le sens où il n'y a pas eu d'élection. En temps de guerre, c'est souvent le cas. Enfin, la constitution russe, comme disait l'autre, n'a pas prévu non plus que Poutine soit au pouvoir jusqu'à maintenant, au prix d'élections frauduleuses. Il respecte le droit russe. Voilà. Oui, le droit russe n'était pas non plus aussi favorable. Juste d'un mot. Moi, le risque que je perçois là-dedans, c'est qu'on soit, aussi bien nous, commentateurs, que d'autres, comme politiques, chefs d'État, qu'on soit tellement, in fine, satisfait qu'on parvienne à un cessez-le-feu, et même à une paix. Et bien sûr, qui ne le serait pas, qu'on oublie, vous avez remarqué, le mot « juste » dans la paix n'est plus dans la bouche des négociateurs ou des participants ou des commentateurs. De paix tout court. Et voilà, donc paix juste, c'est celle-là qui empêche le conflit de recommencer. Une paix durable, elle dure jusqu'à ce que les autres n'en veulent pas, jusqu'à ce que l'adversaire remette le couvert. Aux accords de Minsk. Oui, par exemple. Oui, mais la paix que veut Trump, c'est le retour de l'OTAN aux frontières de 1997. Oui. Voilà, c'est ça que veut la paix pour Trump. Poutine veut Trump peut-être aussi, d'ailleurs. Trump peut-être amené à lui. Trump aussi, mais disons que c'est Poutine qui veut ce retour de l'OTAN aux frontières de 97 pour sa sécurité. Et on verra évidemment fantasme de la sécurité, pardon, j'arrête là, mais c'est quand même, c'est ça le mais c'est comme ça qu'il voit le monde. Y aura-t-il en tout cas un sommet Zelensky, une rencontre Zelensky-Poutine jeudi? Voilà, suspense, c'est dans 2 jours et ce sera évidemment à suivre et à vivre sur France 24. Merci beaucoup Patricia Lémonière, Gauthier Ribinski. On va plus loin, c'est terminé, l'essentiel continue dans 3 minutes, restez avec nous.